En fait, comme la question posée comment concilier plantation et conservation des ressources génétiques n'est pas de moi, mais était une question imposée, je me permettrai en introduction de faire une petite analyse de cette question. Et puis ensuite, j'aborderai de façon un peu générale, puisque c'était la commande, comment concevoir les voies d'interaction entre plantation et ressources génétiques locales. Je ferai un petit focus sur l'hybridation. C'est une des trois voies d'interaction, pour ensuite aborder la question de l'évaluation des risques et des bénéfices pour les ressources génétiques locales et en conclusion, quelques clés pour une démarche de précaution. Donc la question posée, comment concilier plantation et conservation des ressources génétiques? Alors déjà, on peut se demander pourquoi cette question. Déjà parce qu'on sent bien que plantation et conservation des ressources génétiques sont des évidences, des besoins évidents, et donc on ne pourra se passer d'aucun des deux, et donc il y a bien une question de comment concilier, et c'est pas pourquoi la question, c'est vraiment comment. L'autre point, c'est que cette formulation, elle laisse planer quand même beaucoup de sous-entendus. Un peu derrière, oui, mais alors est-ce que la plantation peut être, disons, un risque pour la conservation des ressources génétiques? En fait, il n'y a pas que des risques, il y a aussi des bénéfices, et donc possibles. Et donc, pour répondre à cette question, là, j'aborderai vraiment une approche par la description des mécanismes d'interaction. Cette question aussi, elle est un petit peu incomplète parce que suivant qu'on se la pose à un niveau très local ou à un niveau plus global d'un programme de conservation, la question n'est pas la même. Quand on y pense bien, la conservation passe par la plantation. Donc la plantation, c'est une des actions de la conservation. On parle même de plantation conservatoire. Donc là, je vais me focaliser sur l'enjeu local de cette question. Et alors bon, l'exercice était un petit peu difficile, mais s'il faut essayer de rappeler pour les qui sont un peu moins familiers avec ces questions de conservation de ressources génétiques, une définition qu'on pourrait donner, l'objectif c'est de préserver la diversité génétique des arbres, en l'occurrence, si possible de façon dynamique dans des populations en évolution, et si on ne peut pas le faire, en collection. Donc, pour poser le cadre, là, les trois voies d'interaction entre plantation et ressources génétiques locales. Alors, on peut se poser le cadre de cette façon schématique, où on a des plantations, des ressources génétiques locales qui sont en interaction dans un territoire. Alors, la plantation, elle est soumise à la gestion forestière. Ressources génétiques locales, ça peut englober différents types de forêts, soit des forêts qui ne sont pas du tout gérées, soit des forêts qui ne sont pas gérées en tant que forêt, mais gérées en tant qu'habitat, soit des forêts gérées forestières, mais non plantées. Et ces ressources génétiques locales, elles peuvent avoir ou non un statut de protection particulier. Et puis tout ça, c'est dans un territoire, et ce territoire, il a aussi objet de gestion. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces interactions? Alors ces interactions, elles sont de trois types. Il y a une question d'occupation de l'espace. L'espace qui est pris par la plantation ou pris par les ressources génétiques locales n'est plus disponible pour l'autre. Il y a des impacts écologiques. Par exemple, on parlait une espèce plantée qui a un comportement envahissant, va perturber l'écosystème, qui peut en retour avoir un effet sur les ressources génétiques locales, où il peut y avoir des flux de pathogènes entre un compartiment et l'autre. Et puis, donc ça concerne tous les espèces possibles. Mais dans un cas particulier où il peut y avoir hybridation entre plantation et ressources génétiques locales, il y a ces phénomènes d'hybridation sur lesquels j'insisterai un peu plus. Alors ça, c'est le schéma général. Mais un élément important, c'est ce que j'appellerais le rapport de force. Alors, évidemment, sur le territoire, la force, alors la force, c'est quoi? Ça peut être la surface, ça peut être un nombre d'arbres producteurs, ça dépend un peu comment on compte, mais les rapports ne sont pas toujours équilibrés. Ce
À l'échelle nationale, pour donner une idée, les forêts de plantation représentent un peu moins de 15% des forêts. Mais si on va en Aquitaine, bien entendu, dans le Massif landais, cette proportion elle est complètement différente. Donc localement, le contexte local de rapport de force est différent, et suivant le rapport de force, l'impact il est plutôt d'un côté ou de l'autre. Alors maintenant, je vais me focaliser sur l'hybridation. Laisser tomber un peu les deux autres modes d'interaction, j'y reviendrai plus tard. Donc l'hybridation, pour qu'elle ait un impact, il faut que toute une chaîne de processus, de conditions. D'abord, il faut que la plantation soit ce qu'on appelle hybridogène, c'est-à-dire soit que ça soit de la même espèce que que les ressources génétiques locales, ou d'une espèce qui peut s'hybrider, ce qu'on appelle des complexes d'espèces. La deuxième condition, c'est que il faut aussi que le contenu génétique soit un peu différencié, parce que sinon il n'y aura pas d'impact. Par exemple, dans le cadre de la conservation des ressources génétiques, on a ce qu'on appelle des populations, des unités de conservation, et lorsqu'il y a un défaut de régénération, on envisage de récolter des graines sur les arbres conservés pour les replanter sur place. Mais là, on ne réintroduit pas de nouveau matériel génétique. Donc la deuxième condition, c'est d'avoir un matériel au contenu génétique différencié. Troisième condition, c'est qu'il faut que la plantation soit conduite jusqu'à la maturité sexuelle. Si on a des taillis à courte rotation, par exemple, probablement que les arbres plantés n'iront pas jusqu'à maturité sexuelle, donc il n'y a pas d'hybridation. La quatrième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une concordance phénologique entre la réceptivité femelle de l'un des deux compartiments et l'émission du pollen de l'autre. La cinquième condition, c'est qu'il y ait une dispersion de pollen en quantité significative dans un sens ou dans l'autre. On imagine bien que s'il y a un grain de pollen qui arrive parmi des millions de grains de pollen dans une forêt, l'impact va être négligeable. Donc là, on voit sentir arriver la question du rapport de force dont je parlais tout à l'heure. Et je vais y revenir un peu plus précisément sur cette question de dispersion. Mais après, donc on a cette dispersion, mais il faut aussi que la fécondation ait lieu et que l'hybride soit viable et la plantule soit viable. On peut avoir des hybridations qui échouent pour des problèmes, on peut dire, de tare génétique, pour le dire rapidement. Ça, c'est la sixième condition. Et la septième condition, si on veut que le processus d'hybridation aille au bout, il faut que les plantules qui ont survécu aient l'opportunité aussi d'aller au stade adulte pour reproduire et continuer le cycle. Donc on voit qu'il y a beaucoup de conditions comme ça. D'ailleurs, les conditions, les deux dernières, la 6 et 7, font que les graines non viables ou les semis qui sont particulièrement mal adaptés, qui seront éliminés par la sélection naturelle, ceux-là n'auront pas d'impact ni écologique ni évolutif, seront éliminés, sauf si la proportion de graines hybrides est très élevée. Dans ce cas-là, ça veut dire que toutes les graines sont occupées, entre guillemets, par l'hybridation, et si cette hybridation est vouée à l'échec, alors là, c'est toute la reproduction qui est vouée à l'échec. Donc, je vais revenir maintenant un peu plus sur cette question de la dispersion, parce que c'est un point important. Alors, certes, la dispersion, de toute façon, du pollen et des graines, elle se fait chez les arbres à très très longue distance. Alors voilà quelques relevés qui ont été faits là, dans une synthèse bibliographique il y a maintenant une petite dizaine d'années. Donc du pollen, dispersion du pollen sur plusieurs milliers de kilomètres a été observée. Donc là, c'est une dispersion physique. Par contre, on ne connaît pas bien la viabilité. Alors, les distances maximales de pollen viables observées, c'est quand même plusieurs centaines de kilomètres. On est pas sur plus de 600 kilomètres. Mais ça, c'est du pollen viable. On peut aller plus loin et avoir ce qu'on appelle du pollen efficace, c'est-à-dire du pollen qui a donné lieu à une reproduction, à un descendant. Et là, on en a vu jusqu'à 100 km. Voilà. Pour les graines, la dispersion maximale, c'est 20 km. Donc ça existe, ces événements à très longue distance, de toute façon, ils existent. Mais si je prends cette figure-là qui représente chez le frêne
En orange, vous avez la dispersion des graines et en vert la dispersion du pollen. C'est la probabilité cumulée de dispersion en fonction de la distance à la source. Et en gros, ce que disent, c'est que par exemple, à 600 mètres de la source, on a 80% du pollen qui a été dispersé et on a quasiment 100% des graines qui sont dispersées à moins de 500 mètres. Donc cela pour dire que les événements de dispersion à très longue distance sont possibles, mais l'essentiel de la dispersion se fait à relativement courte distance. Donc là, par exemple, chez le frêne, le pollen, la moitié du pollen est émis à moins de 200 mètres. C'est un point important. Et troisième point, c'est que la quantité de pollen reçu par un arbre femelle, on va dire, dépend aussi de la densité de pollinisateurs qu'il a autour de lui. Et là, ce que vous avez sur ce graphique qui est chez le pin sylvestre, c'est en indice la probabilité de copaternité, c'est-à-dire la probabilité que deux graines d'un même arbre aient le même père en fonction de la distance de cet arbre à ses plus proches voisins. Et on voit que quand un arbre est entouré de voisins proches, eh bien, ces voisins proches ont une grande probabilité d'être les pairs. Donc, ça fait une espèce de barrière à la dispersion à longue distance. Bon, de ces trois graphiques, ce qu'il faut retenir, c'est que la dispersion potentielle à très longue distance est possible, mais l'essentiel des émissions se fait à proximité et la proportion reçue de pollen diminue avec la densité locale. Alors, je représente ici sur ce petit schéma ce qui se passe. Vous avez sur un arbre ici en noir, entouré d'arbres de couleur qui émettent du pollen de façon plus ou moins importante. C'est la hauteur de la vague et avec une dispersion. Et vous voyez que cet arbre noir, il reçoit essentiellement le pollen des individus qui sont proches, le bleu en l'occurrence, ou un petit peu plus loin le rouge parce qu'il produit beaucoup de pollen, et les arbres qui sont plus loin, en fait, contribuent très peu au nuage pollinique que reçoit cet arbre. Donc, la dispersion efficace du pollen est possible à très longue distance, mais la part relative de l'hybridation, elle diminue rapidement avec la distance et avec ce fameux rapport de force. Et ce qui fait penser qu'en fait, quand on parle d'hybridation, il y a sûrement plus d'hybridation qui se passe dans les plantations, souvent que dans le peuplement local, dans le cas où on a un peuplement local qui est en surface plus importante. Alors évidemment, là, il ne s'agit pas d'empêcher tous les flux de gènes à longue distance, parce que ceux-là, on n'arrivera jamais à les empêcher. Ils arriveront toujours, et d'ailleurs, même à très longue distance, c'est-à-dire au-delà des plantations de proximité. Donc, en fait, ce qu'il s'agit d'éviter, c'est les contaminations massives de proximité, si ces contaminations sont jugées indésirables, mais elles peuvent aussi être désirables. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus, sur la question des risques et des bénéfices pour les ressources génétiques locales. Alors, en fait, il y a des deux côtés. Alors, il y a des bénéfices et des risques. Alors, ce qui compte, c'est pas le nombre de lignes qu'il y a sur chaque plateau de la balance, c'est plutôt le poids de ces lignes. Donc, en bénéfice possible, il peut y avoir un apport de compléments démographiques. Bon, quand on a des espèces qui sont des populations qui sont en déficit démographique, en très petit effectif, la plantation peut être un moyen d'apporter quelque chose. Ça peut être aussi d'apporter de nouvelles adaptations. Récemment, donc je montrais des courbes sur le frêne, c'est une étude au Danemark. Ils sont en train d'étudier la possibilité de planter des frênes résistants à la calarose à proximité de peuplements soumis à la calarose pour renforcer la résistance à cette maladie et permettre en fait une survie de la diversité locale. Bon, et puis au-delà de ces nouvelles adaptations, ça peut être simplement un renforcement de la diversité génétique locale quand celle-ci est appauvrie. Donc ça peut être des bénéfices. Alors il peut y avoir des risques, évidemment. Donc le premier, c'est l'occupation de l'espace. Donc l'espace pris par la plantation n'est plus disponible pour la régénération naturelle. La perturbation écologique, donc j'en citais deux. Voilà, le comportement envahissant ou des fluides pathogènes. Alors les fluides pathogènes, c'est un petit peu montré chez les peupliers.
il y a des rouilles de peupliers qui évoluent de façon spécifique dans la peuplerie cultivée et on retrouve certaines de ces races dans les peupleraies sauvages. Bon, est-ce que ça a un impact ou pas? On ne sait pas encore. Donc il peut y avoir l'envahissement génétique. Alors ce qu'on appelle l'envahissement génétique, c'est en gros, si on a un rapport de force avec beaucoup de plantations et peu de ressources génétiques locales, qu'en fait il y a une sorte de disparition des spécificités génétiques locales. Il peut y avoir de la perturbation génétique. Alors la perturbation génétique, ce sont ces mécanismes qui font que des hybrides ne sont pas viables. Et dans ce cas, si la quantité de graines hybrides, la proportion de graines hybrides, pardon, est trop grande, alors d'avoir des graines qui échouent, ça peut provoquer un déficit dans la régénération. Il peut y avoir un décalage adaptatif. Alors le décalage adaptatif, c'est apporter une maladaptation aux conditions courantes. Alors ça, c'est pas tout à fait en rouge, c'est censé être un orange, parce qu'en fait, une adaptation à des conditions futures peut passer nécessairement par un décalage adaptatif aux conditions actuelles. Et puis, bon, je ne reviendrai pas ici parce que c'est trop compliqué. Il peut y avoir, dans certains cas très particuliers, une baisse des effectifs efficaces. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est d'expliciter les enjeux spécifiques de conservation des ressources génétiques locales. Pour ça, ça veut dire identifier l'éventuel statut des ressources génétiques locales dans les programmes de conservation. Est-ce qu'il y a un enjeu à ce niveau-là? Identifier les facteurs de vulnérabilité des ressources génétiques locales à court terme et à long terme. Expliciter les bénéfices et risques éventuels à court terme et à long terme que je viens de lister sur le schéma précédent. Identifier les risques d'impact démographique, écologique ou évolutif qui soient non négligeables. Définir des mesures de prévention des risques pour ces risques non négligeables identifiés et, le cas échéant, définir des mesures de renforcement des impacts positifs recherchés. Alors, en termes de conclusion, quelques clés pour une démarche de précaution. Donc, précaution par rapport à la prévention, c'est dans le cas où on a des risques qui ne sont pas clairement identifiés, mais qu'on les juge. Je vais distinguer ça entre précaution a priori, précaution lors de la mise en place et précaution pour le suivi. Précaution a priori, qui sont des questions à se poser et à résoudre. Donc, quels sont les enjeux spécifiques de conservation des ressources génétiques locales et quelles sont les mesures associées? Donc, ça, c'était le point précédent. Quel est le rapport de force entre plantation et ressources génétiques locales? Ça, c'est un point très, très important à déterminer. Y a-t-il un risque connu de dynamique envahissante? Et si oui, quelles sont les mesures de prévention? Bon, il y a des espèces comme le robinier, on sait qu'il peut poser ce problème-là. Y a-t-il un autre risque connu de perturbation écologique? Donc ça peut être sanitaire, mais ça peut être aussi sur des auxiliaires ou autres. Et si oui, quelles sont les mesures de prévention pour ces risques identifiés? Et la plantation est-elle hybridogène? Pour les points risque de dynamique envahissante et perturbations écologiques, ça concerne aussi des plantations non hybridogènes. Lors de la mise en place, ce qui est important, c'est d'assurer la traçabilité précise et à long terme du contenu génétique de la plantation. Quand on fait une plantation, il faut planter une base génétique aussi diversifiée que possible. Alors, je n'ai pas traité ce point-là, mais on prend d'autant plus de risques que la base génétique plantée était étroite. Ça, c'est un point très important. Et il faut bien sûr respecter les préconisations éventuelles qui existeraient si les ressources génétiques locales ont un statut de protection. Et pour le suivi, ce qui est important, c'est de suivre la dynamique spontanée autour de la plantation. C'est en cas de probabilité non négligeable d'hybridation, éventuellement de rechercher des traces dans les ressources génétiques locales et en cas de crise sanitaire sur la plantation, de surveiller les ressources génétiques. Bon, voilà, c'est très général, mais voilà, c'est difficile de faire autrement. Je vous remercie.